J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépatogastroentérologue exerçant actuellement au Sénégal. Jean-Marie, bonsoir. Et ce soir, nous allons parler de l'autisme avec Dr Salah et Jessica. Docteur David, bonsoir. Sonia, bonsoir. Donc, je vais inviter Jessica qui est avec nous. Alors, quelles sont les causes de l'autisme? Bonsoir. Jessica, bonsoir. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Ça va, merci, oui, et vous? Ça va, super. Alors, je vais inviter Dr Salah. Et ta journée? Ça a été, merci, oui, ça a été. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Dr Salah, bonsoir. Ça va, oui. Ça va? Vraiment, désolé. Je sais que c'est la aventure, mais vraiment, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. D'accord. Et je te laisse te présenter. Je suis interne en pédopsychiatrie. Voilà, pour faire bref. Okay. Alors, la pédopsychiatrie, c'est quoi En fait, la pédopsychiatrie, c'est la psychiatrie pour les enfants. Donc, c'est la psychiatrie essentiellement besoin spécifique d'accompagnement logique, d'accompagnement chez un en gros modo. Donc, à part la psychiatrie, on a à côté la psychiatrie. C'est ça la pédopsychiatrie. D'accord, très bien. Alors, je vais demander aux abonnés d'être indulgents parce que ce soir, le docteur Salah est souffrante et à un moment donné, elle va peut-être tellement couper la vie. Enfin, on va pas la voir, mais elle sera toujours avec nous pour nous donner, pour nous partager ses connaissances avec nous ce soir. Merci Salah pour ta disponibilité. Jessica, je te prie de te présenter. Okay. Donc, moi, c'est Jessica Kabandana. Donc, je travaille en tant qu'orthophoniste au cabinet Cocoon qui est à Mermoz, à Dakar. Et donc, j'explique aussi c'est quoi l'orthophonie en quelques mots. Donc, les orthophonistes, ce sont des thérapeutes qui interviennent, qui diagnostiquent et rééduquent donc par rapport donc à tout ce qui est difficulté au niveau de la communication, troubles notamment, bien sûr, donc de la communication et du langage. Très bien. Ouais. Merci. Alors, Dr Salah, qu'est-ce que l'autisme? C'est une question que j'aime bien répondre parce que les gens se perdent dans l'autisme. Ils pensent que ce sont des troubles voire dans le nu. J'aimerais Oui. Là, on a du mal à te recevoir. Oui, le son n'est pas net. Salah, tu es avec nous? Oui, là, c'est bon. Voilà. Là c'est mieux. C'est parfait. Je ne sais pas, Jessica. Oui, très bien. Là, je m'entends bien. Oui. Je remercie le docteur de nous avoir donné l'occasion de pouvoir parler de l'autisme, qui est un handicap qui n'est pas vraiment connu en Afrique, particulièrement au Sénégal. Donc, pour faire simple, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire, c'est un handicap, l'enfant naît avec. Donc, on est autiste. On ne devient pas autiste, on est autiste. Et ce qui est important,
c'est que sur le plan physique, il n'y a pas de, il y a pas de caractère, pas d'indice qui montre que cet enfant-là, il est autiste. C'est sur le plan comportement que ça pose problème. Donc, tous les autistes ont un caractère en commun sur le plan comportement. Donc, ils ont des difficultés d'interaction sociale sur le plan qualitatif et en fonction des degrés de l'autisme, parce que nous avons plusieurs degrés. Il y a l'autisme léger, modéré, sévère. En fonction des degrés, on peut avoir stéréotypes, on peut avoir comment ça s'appelle des difficultés au niveau du langage, entre autres. Donc, pour faire simple, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. L'enfant naît avec. Voilà. Alors, pour nuancer, l'autisme, c'est pas une maladie mentale, c'est un trouble du neurodéveloppement. Effectivement. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a une possibilité des comorbidités d'avoir l'autisme. Ça, c'est possible. Oui. Mais la plupart du temps, les enfants autistes qu'on a sont des enfants autistes qui ont un QI normal, qui n'ont pas de retardement. Donc, de cette même manière, on peut avoir des enfants qui ont un QI très élevé, des enfants autistes qui sont très intelligents, qui sont hyper performants dans leur domaine. C'est ça qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Alors, quels sont les signes de l'autisme? Qu'est-ce qui doit alerter un parent? Il faut savoir que, comme je vous dis, l'enfant né autiste, des fois, on peut avoir des signes très, très, très précoces. Par exemple, qui a 6 mois, des fois, il y a une possibilité d'avoir de l'autisme. D'habitude, ce sont des enfants qui n'attirent pas l'attention, sont des enfants qui ne pleurent pas beaucoup, qui sont très calmes, très, 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 très calmes. Il y a quelqu'un qui passe, il n'essaie même pas d'attirer l'attention, entre autres. Ça doit un petit quai la maman. Et surtout les enfants qu'on allait, qui ne regardent pas la maman. Qui doit alerter les parents. Plus souvent, maintenant, les signes, on les perçoit aux alentours de 2 ans quand l'enfant doit parler. Il y a certains enfants à parler, ils commencent à avoir quelques mots, papa, maman, ils commencent à appeler les gens de la maison et à un moment tête, on appelle une régression langagère. L'enfant, il ne parle plus, c'est comme si tout ce qu'il avait appris, il l'a perdu. Ça, on peut l'avoir. Mais à côté, on peut avoir des enfants qui, vers 2 ans, ne parlent pas du tout. Et ça commence à mettre, on a inquiété les parents pour voir pourquoi pas que l'enfant de tel qui a 1 an et demi, 2 ans commence à parler, mais moi, mon enfant ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à faire des indications, etc. Donc, grosso modo, c'est ça vraiment qui alerte les parents. Mais à part ça, à part cette altération qualitative du langage, sur le plan verbal, on a aussi une non-compensation sur le plan non verbal. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant qui est sourd-muet, c'est un enfant qui, sur le plan verbal, ne parle pas, mais essaie de compenser sur le plan non verbal avec des gestes pour qu'on essaie de le comprendre. Mais l'enfant autiste, la plupart du temps, dans son monde, il n'essaie même pas de communiquer sur le plan non verbal. Donc, il a des difficultés de communication sur le plan verbal et non verbal. Donc, on te dit que lui, c'est un enfant, il est dans son monde, il ne parle avec personne, entre autres. Mais aussi, l'enfant aura des difficultés sur le plan des interactions sociales. À part le langage, les interactions sociales qui sont primordiales. C'est un enfant qui reste indifférent, il ne réagit pas à son prénom. Tu peux l'appeler une fois, il ne va pas te répondre. Il t'entend très bien, mais il ne répond pas. Donc, c'est un enfant aussi qui le plus souvent s'isole. Il joue seul, il ne joue pas avec les autres enfants.
il n'est pas attiré. Il n'est pas attiré du tout, par les autres enfants, entre autres. Et à part cette indifférence, sont les enfants qui ne comprennent pas du tout les codes de la société. Par exemple, si un adulte vient, tu dois laisser de la place, il faut saluer telle personne. Non. Ils ne comprennent pas du tout les codes de la société. Et aussi, toujours dans cette indifférence, sont des enfants où tu as beaucoup de mal à avoir le contact oculaire. Pour que ces enfants-là te regardent, c'est tout un problème. Soit le contact il est absent, ou bien c'est un contact qui est fuyant. Ils te regardent même pas une seconde, ni détournent le regard. Donc, on peut avoir des stéréotypies gestuelles. Un enfant qui tourne en rond sur lui-même toute la journée. Un enfant qui ne sait pas faire les jeux de semblant. C'est-à-dire prendre le téléphone, faire allô, oui, papa, etc. Ils ne savent pas jouer ou faire semblant. Quand ils utilisent des objets, des fois, ils le détournent de leurs objectifs. Par exemple, au lieu de prendre une petite voiture, rouler la voiture, jouer avec la voiture, ils vont tourner la voiture et s'intéresser aux roues uniquement qui tournent. Donc, entre autres. Il y a plusieurs signes en fonction de la sévérité de l'autisme, en fonction des comorbidités associées, etc. Mais ce qui est vraiment tout le temps là chez un enfant autiste, c'est la difficulté des interactions sociales, la difficulté de la communication, comment chez tous les enfants autistes. Maintenant, ce qui va différer, ça va être l'intensité de ces signes et aussi les comorbidités associées. Et si un parent vient avec son enfant qui a des difficultés de communication, comment vous posez le diagnostic d'autisme chez cet enfant? Et aussi une question, après avoir posé le diagnostic, comment se fait l'annonce aux parents? Déjà, il faut savoir que le diagnostic, ce n'est pas un diagnostic qui se pose dans la première consultation. Très loin de là. Donc déjà, il faut à la première consultation éliminer toutes les pathologies somatiques qui peuvent être à l'origine du retard de langage. Par exemple, parce que le plus souvent, les parents viennent pour des situations spécifiques. Par exemple, parle pas, mon enfant ne parle pas, il n'a pas de mots, ou bien il dit seulement maman. Ou bien ils te disent, voilà, mon enfant parle jusqu'à 2 ans, à un moment il a régressé. J'ai oublié de parler d'un signe, l'hyperactivité. Ce sont des enfants aussi qui peuvent être très hyperactifs. Très. Donc, on a du mal à les canaliser. Donc, il te dit que mon enfant s'agit tout le temps, il ne reste pas sur place, il ne faut pas le canaliser. Donc, toi, c'est en fonction des motifs de consultation qu'on t'a donné que tu vas essayer de poser le diagnostic. Mais avant de poser ce diagnostic, il faut éliminer toutes les pathologies somatiques qui peuvent être la cause. Déjà, le retard de langage, il faut envoyer le patient chez l'ORL pour qu'il voit s'il n'y a pas un frein de langue, s'il n'y a pas autre chose au niveau, si l'enfant entend bien. Parce que si on n'entend pas, on ne peut pas parler. Voilà. Donc, éliminer tout ce qui est somatique qui peut être à l'origine de ce retard de langage. Il y a certaines épilepsies aussi qui peuvent être à l'origine d'un retard de langage. Donc, on fait d'abord tous ces examens. Si ça revient, si les examens reviennent normaux, là, on commence à pousser. Déjà, on ne pousse pas le diagnostic seul. On pousse le diagnostic avec nos confrères, les orthophonistes, le psychomotricien, le psychologue. Donc, chaque personnel paramédical a sa part dans le diagnostic. Donc, ce n'est pas seulement le psychiatre qui pose le diagnostic, qui présente des signes autistiques. Je peux demander un bilan orthophonique, un bilan de psychomotricité, un bilan psychologique pour qu'il fasse pour voir s'il n'y a pas un trouble associé entre autres.
si tout ça, si tous ces bilans-là reviennent en faveur de l'autisme, là, moi, dans ce cas, moi, bon, je vais déjà faire ce qu'on appelle MChat, qui permet de m'orienter. C'est un test rapide qu'on fait sur place. C'est quelques questions qui va nous permettre de nous orienter. Maintenant, si on est toujours dans le processus de maintenir l'autisme comme diagnostic, on va pousser pour faire d'autres tests, comme l'ADIR, comme l'ADOS, entre autres. Donc, ce sont ces tests-là qui nous permettent de confirmer avec exactitude que l'enfant a l'autisme. Ce n'est pas seulement les signes cliniques. Il y a d'autres pathologies, des signes autistiques, mais qui ne sont pas de l'autisme, comme la carence affective, comme le repli autistique, ce qu'on appelle communément l'autisme virtuel, entre autres. Donc, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent qui peuvent mimer l'autisme alors que ce n'est pas l'autisme. Donc, le diagnostic se fait vraiment, non se précipite pas pour donner le diagnostic. D'autant plus que c'est un handicap, tu le colles en l'enfant, c'est fini pour lui. Moi, quand même, à la première consultation, je vais donner aux parents les hypothèses diagnostiques que j'ai eues. Je dis, j'ai tel et tel, j'ai quand même des signes autistiques, mais sachez que ça peut être telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Pour l'instant, on ne retient pas du tout l'autisme. On donne le temps au temps, d'autant plus que si c'est par exemple une carence affective, si c'est un repli autistique, dès qu'on commence à agir sur une action, commence à perdre certains signes. Donc, ça montre que ça, ce n'était pas de l'autisme pur et dur. Donc, ça, déjà, ça nous oriente. J'explique ça aux parents. Comprenez, et c'est important pour qu'ils puissent adhérer à votre démarche. Maintenant, si ça se pose, voilà, on leur dit que votre enfant est autiste. Non, l'annonce, mais quand même, on leur dit également les possibilités qu'on a pour aider cet enfant à être dans cette société. Il y a beaucoup d'autistes qui ne savent même pas qu'ils sont autistes, qui vivent leur vie, qui sont mariés, qui travaillent, entre autres, et ça ne gâte à rien leur vie. Donc, leur expliquer les possibilités qu'on a, voilà, pour la prise en charge. C'est ça. Merci, Salah. Alors, Jessica, quelle est la place de l'orthophoniste dans la prise en charge de l'autisme? Eh bien, alors comme l'a dit la pédopsychiatre, donc on joue aussi un certain rôle, disons, dans le diagnostic. Ce sont les pédopsychiatres qui posent le diagnostic, mais on apporte des examens complémentaires. Donc, lors de la première consultation, on commence avec une évaluation où on fait passer des tests aux patients. Bon, en général, ce sont des enfants quand on commence la prise en charge. Et donc, on fait passer des tests dépendamment des difficultés observées, soit on fait des tests où on compare l'enfant à des enfants de son âge et de son niveau scolaire, ou alors, alors c'est plus basé sur des observations cliniques. Par exemple, si c'est un enfant qui ne réalise pas, il sera compliqué de lui faire passer des tests où on évalue les compétences langagières. Et donc l'évaluation, là je parle de manière générale parce que, encore une fois, comme l'a dit la pédopsychiatre, les profils dans le cas de l'autisme sont tellement variés que c'est vraiment dur d'aller de parler pour chaque cas. Et donc, on évalue donc les compétences langagières, donc, le vocabulaire, si c'est possible, la construction de phrases, si c'est possible, la pragmatique, est-ce qu'il est capable de répondre de manière adaptée et cohérente à son interlocuteur. Ça aussi, si c'est possible. Et du coup, par contre, je voulais revenir sur ce que la pédopsychiatre avait dit, parce qu'il y a souvent cette confusion qui est faite entre le mot verbal et oralisé, en fait. Souvent, on voit un patient autiste quand il arrive, et il y a beaucoup d'orthophonistes qui font aussi cette erreur, c'est de dire qu'il ne verbalise pas. Et donc, on met dans notre bilan, qui va être partagé avec tout l'entourage de l'enfant, que donc, c'est un peu le catégoriser, parce qu'en vrai, il y a plusieurs façons de verbaliser autres que le langage oral. Par exemple,
le langage des signes, par exemple, l'échange d'images, quand on utilise la méthode PEX, c'est aussi un moyen de verbaliser. En fait, verbaliser, c'est juste être capable de dire ce dont on a besoin et ce à quoi on pense. Donc, quand l'enfant n'est pas capable de passer par le langage oral, on est censé normalement mettre oralisé. Il n'oralise pas. Et donc voilà. Et donc dans les compétences liées à la communication, il y a aussi la communication non verbale qu'on évalue. C'est-à-dire par exemple, est-ce que il est capable d'exprimer quelque chose par des expressions faciales? Est-ce qu'il est capable de comprendre les émotions de l'interlocuteur? Aussi, il fait certains gestes pour peut-être exprimer un refus, une opposition. Donc d'autres moyens de communiquer autres que le langage oral. Et ensuite, donc, un diagnostic est posé. Dans ce diagnostic, c'est pas pour dire que il y a la présence d'un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est plus dire il y a telle compétence langagière qui est touchée. Il y a les prérequis aussi dont je n'ai pas parlé qui sont aussi évalués, les prérequis à la communication. Donc, comme elle a dit, souvent les symptômes qu'on observe chez les autistes, c'est absence de contact oculaire, absence de pointage, par exemple, absence d'attention conjointe, donc attirer son attention sur un objet. Absence d'imitation aussi, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage dans la communication, l'imitation verbale et non verbale. Donc ça, ce sont les prérequis de la communication que nous évaluons aussi. Là, c'est plus basé sur des observations cliniques à travers différentes activités. Il n'y a pas de test normé pour ça, vraiment. Donc dans le diagnostic, c'est tout ça. On reprend les difficultés langagières. Dépendamment du parent qu'on a en face de nous, s'il est réceptif ou pas, on pourrait parler s'il y a soupçon d'un trouble du spectre de l'autisme. Mais voilà, faut être bienveillant, vérifier qu'on a une personne qui est assez réceptive à ça. Si pas, on préconise du coup d'aller consulter un pédopsychiatre. Aussi, ça vient, comme la pédopsychiatre a dit, ça vient après, si par exemple on a déjà évalué aussi l'audition et que rien n'a été relevé d'anormal à ce niveau-là. Alors là, du coup, on peut recommander d'aller consulter un ou une pédopsychiatre. Et ensuite, on propose un projet thérapeutique. Même si le diagnostic d'autisme n'a pas encore été posé, on peut déjà entamer une prise en charge, bien évidemment. Et donc aussi le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des autistes lorsque le patient est encore en milieu scolaire. Aussi bien veiller à ce qu'il y a des aménagements scolaires qui sont mis en place. Sinon, ça n'a pas trop de sens par rapport aux apprentissages. On ne peut pas trop s'attendre à avoir une évolution dans les apprentissages scolaires s'il n'y a pas des aménagements. Et donc là, on peut conseiller l'école aussi. Donc la collaboration avec l'école est aussi très importante, du moins avec l'enseignant de l'enfant. Aussi faire de la guidance parentale, ça fait aussi partie du projet thérapeutique en général, parce que ce qui se passe en cabinet avec un patient autiste en général, c'est jamais suffisant. Il faut qu'il y ait un transfert qui soit fait, et donc pour ça, il faut faire une certaine guidance parentale, montrer des stratégies, des méthodes à mettre en place à la maison pour stimuler le langage, la communication, et donc tout ça. Voilà, c'est un peu ça le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des patients autistes. Merci Jessica. De Salah. Oui, Salah, tu es avec nous? Quelles sont les causes de l'autisme? Nous allons plus parler de facteurs de risque parce que jusque-là, il y a une cause exacte. Hein. Donc, on est toujours dans les recherches. On parle plutôt de facteurs de risque. Donc, quand on parle de facteurs de risque, ça peut donner l'autisme, ça peut ne pas donner l'autisme. Donc, ça ne veut pas dire que telle personne a ça. Son enfant sera autiste ou l'enfant sera autiste. C'est juste des facteurs de risque qui peuvent amener l'autisme. Les facteurs démographiques, on voit qu'il y a plus de garçons autistes. 4 garçons autistes sur sûrement déjà c'est un facteur de risque, le sexe 4 garçons pour une fille, c'est ça? 4 garçons pour une fille? À part ça, Okay. on a aussi les antécédents familiaux. On peut avoir des parents autistes, des grands-parents autistes, ça aussi c'est un facteur de risque. Les antécédents au cours ou même pendant la conception,
avant la conception du monde, la maman n'est obèse, la maman n'est... Excusez-moi. La maman a des maladies, a des maladies auto-immunes. Ça peut être des facteurs de risque. Il y a également des études qui montrent que si la maman a été exposée pendant la grossesse à certains médicaments, comme les médicaments qu'on donne lors de l'épilepsie, des médicaments anti-épileptiques, si la maman a été exposée pendant la grossesse, ça peut être à l'origine de l'autisme. Il y a aussi certaines études. Il y a également le stress qui peut être survenu de un facteur de risque, mais pas de cause, comme j'ai dit, pas de cause exacte pour parler de l'autisme. Donc, on a des facteurs à l'origine qu'il faut donner, pas donner l'autisme. D'accord. Jessica? Oui. Alors, l'âge moyen, on a dit tout à l'heure, le docteur Sarah disait qu'il y a plus d'hommes, enfin plus de garçons que de filles. Et quel est l'âge moyen des enfants qui sont souvent qu'on t'adresse pour autisme? Bon, en cabinet, je pense qu'en général, c'est souvent des enfants d'âge préscolaire à scolaire, donc de 2 ans et demi à 6 ans, on va dire, 5 ans et demi, 6 ans. C'est là où on voit les enfants en général au début de la prise en charge, parce que c'est souvent là que les parents sont alertés. Ils voient que l'enfant est assez lent dans le développement du langage, de la communication. Il est aussi, comment dire, il y a des altérations aussi au niveau des interactions sociales, comme disait la pédopsychiatre. Mais après, l'idéal, c'est vraiment de commencer le plus tôt, pardon. Mais après, il n'y a pas de bon âge, on va dire, pour entamer une prise en charge orthophonique avec un patient autiste. Et je pense même que ça peut même perdurer jusqu'à l'âge adulte, en fait, une prise en charge orthophonique, parce que l'autisme, c'est un trouble, c'est une pathologie qui perdure toute la vie, en fait. Donc, il y aura toujours quelque chose à faire, que ce soit pour les orthophonistes, les psychomotriciens, autres professionnels qui prennent en charge le patient. Mais surtout que le dénominateur commun dans l'autisme, au final, c'est vraiment l'altération des interactions sociales et la communication. Donc l'orthophoniste aura toujours du travail à faire. Ce serait à compenser des difficultés au niveau de ces interactions sociales. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, en fait. Réduire des symptômes, pas forcément les faire disparaître, mais il y a toujours quelque chose à mettre en place pour les orthophonistes chez une personne autiste, peu importe l'âge. Mais en général, les patients viennent consulter à l'âge quand ils sont en maternelle ou primaire. 2 ans et demi à peu près. Ouais. Avant de parler un peu de la prise en charge, il y a une question pour Dr Salah. C'est Dr Dali qui demande, alors, quelques parents ont refusé des vaccins parce qu'ils auraient été incriminés dans la survenue d'un autisme. Point d'interrogation, hein, c'est une question. Y a-t-il des preuves scientifiques? Oui, ce sont, surtout dans les pays européens, les pays américains, sont des choses qui se sont avérées. Mais jusqu'à présent, moi, les études que j'ai eues, il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui démontrent que tel vaccin est à l'origine de l'autisme. Mais quand même, il y a des études qu'on est en train de faire pour pouvoir démontrer s'il y a vraiment une corrélation entre les deux, un lien. Mais quand même, ce sont des rumeurs qui font que beaucoup de parents refusent de vacciner maintenant les enfants. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de preuves concrètes qui a été mise sur place. Merci. Alors, on conçoit bien, tu l'as dit tout à l'heure, que la prise en charge de l'autisme est pluridisciplinaire. Alors, comment traiter l'autisme? Oui, déjà, comme l'orthophoniste a dit, hein, c'est une maladie qui perdure pour toute la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de poser le diagnostic, parce que c'est un handicap qui sera collé à l'enfant toute sa vie. Hein. On est autiste, on meurt autiste. Maintenant, pour la prise en charge, ça va aider l'enfant à ce que les actes qu'il n'a pas,
dans la plasticité cérébrale, de l'avoir. Par exemple, si l'enfant ne communique pas sur le plan verbal, sur le plan non verbal, s'il n'y a pas d'attention, s'il n'y a pas ce contact oculaire, entre autres, l'orthophoniste pourra beaucoup travailler sur ce, ainsi que le psychomotricien, entre autres. Donc, la prise en charge va aider l'enfant à s'intégrer dans la société, à pouvoir vivre sa vie normalement, sans pour autant avoir un frein, en fait. Mais quand même, c'est un enfant qui va mourir autiste. C'est important de le savoir parce que, voilà, c'est sur toute la vie. Mais beaucoup d'enfants, quand même, avec la prise en charge, comme vous avez dit, qui est vraiment pluridisciplinaire, le pédopsychiatre est là pour diriger tout ce qui est médical, mais le pédopsychiatre ne peut pas partir sans les paramédicaux. C'est impossible. Donc, l'orthophoniste a sa place qui est très importante dans cette prise en charge, même que le psychomotricien ainsi que le psychologue. Les éducateurs spécialisés, si l'enfant est dans une école spécialisée, dans certains cas, on les met dans des écoles spécialisées. Entre autres. Donc, chaque personne apporte sa part dans la prise en charge. Donc, sur le plan médical, en tant que pédo, sur le plan médical, déjà, nous faisons l'évaluation, nous faisons le diagnostic. Il y a certains enfants qui ont besoin de médicaments, d'autres non. C'est le cas par cas. Et les médicaments, ce n'est pas pour gérer l'autisme, c'est pour gérer les symptômes associés. Si l'enfant est hyper agité, par exemple, parce que quand l'enfant ne se calme pas, on ne pourra pas travailler avec lui. Des fois, on peut lui donner un peu de médicament pour le calmer. Si l'enfant est associé, épilepsie, trouble, c'est possible que ça soit conjoint. Et dans ce cas, on donne de la Ritaline, entre autres pour des... Mais c'est de cas par cas, parce que chaque enfant est différent. Chaque niveau de l'autisme est différent. Comme vous avez dit, il y a plusieurs types d'autisme, il y a plusieurs possibilités de comorbidité associées. Donc, on va évaluer cas par cas pour voir sur le plan médical qu'est-ce qu'on peut apporter à l'aider. Mais c'est plus disciplinaire, tout le monde a mes deux. Alors, je te laisse souffler un peu ça là. Il y a une question pour toi, je te laisse souffler. Jessica, Jessica, alors, quelle est la fréquence d'intervention de l'orthophoniste dans la prise en charge? Oui. Bon, d'abord, je voulais revenir sur la question précédente quand vous avez demandé donc quel âge moyen enfin l'âge moyen où on reçoit les patients. J'ai envie de faire un peu de sensibilisation du coup, mais déjà avant 2 ans en fait, il y a déjà des signes d'alerte. C'est juste que les gens sont pas assez sensibilisés sur le développement du langage et la communication, mais avant 2 ans, il y a déjà des signes d'alerte. S'il n'y a pas de contact oculaire, s'il ne sourit pas quand il voit un parent, déjà à 2 ans, si en vrai il dit pas déjà un énoncé de 2 mots, c'est déjà des signes d'alerte en fait. Vu que souvent l'absence de réalisation est un symptôme d'autisme. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc avant 2 ans, il y a déjà des choses à observer. Mais du coup, la fréquence dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des objectifs thérapeutiques, le nombre d'objectifs thérapeutiques, le degré de sévérité des symptômes. Il dépend aussi de l'âge. Mais là, c'est plus sur la durée de la séance que sur la fréquence. Par exemple, des enfants qui ont moins de 6 ans, autistes, on va donc envisager de faire des séances de 30 minutes maximum. Il y a aussi la motivation bien sûr, et la réalité, par exemple, ici au Sénégal, la situation financière, parce que ça reste des coûts qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population ici. Donc, il y a ça aussi comme frein souvent. Mais en général, si on cause toutes ces caches, il y a la motivation, financièrement, ça suit aussi. Il y a quand même pas mal d'objectifs à travailler. C'est au minimum, une séance par semaine et de 30 minutes. Alors, au minimum. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi c'est très important que ce qui se fait en cabinet avec les orthophonistes, le travail soit poursuivi aussi à la maison. C'est très, très important.
Surtout dans le cas où, par exemple, il n'y a pas de, l'enfant ne réalise pas et il est nécessaire de mettre un moyen de communication alternative comme la PEX, par exemple, ou le Makaton. Là, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de collaboration à la maison, il n'y a pas de transfert à la maison, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps pour les orthophonistes. Voilà. Alors, ça là, on va revenir un peu sur cet aspect-là, Jessica, tout à l'heure, après cette question. Ça là, alors, il y a une question depuis Sud qui demande, bonsoir, est-ce qu'il y a une différence entre autisme et trouble du spectre autistique? Qu'est-ce qu'on appelle trouble du spectre autistique? Il n'y a pas de différence, Voilà. hein, c'est la même chose. C'est juste les appellations qui évoluent, en fait. Mais il n'y a pas de différence. D'accord. La dernière appellation, alors, trouble du spectre de l'autisme, c'est ce défini par le DSM-5, donc le manuel de diagnostic des maladies. Mais je trouve que ce terme est intéressant justement parce que je trouve que ça représente vraiment bien la variété du trouble en fait. Quand on parle de spectre, je trouve ça plus intéressant de l'utiliser. Ouais. Alors, Salah, bonsoir docteur. Un enfant de 4 ans qui arrive à lire et à compter, mais qui ne communique pas, peut être considéré comme un enfant autiste. Ça, je ne pourrais pas répondre comme ça. Il faut déjà qu'on évolue l'enfant. Il faut vraiment évoluer. Est-ce qu'il a Oui, il faut examiner. Et... Pourquoi il ne communique pas? Parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de communiquer. Parce que la communication, le langage, nous l'apprend. De la même manière qu'on apprend à marcher, à s'asseoir, c'est vraiment de cette même manière qu'on apprend à en parler. Si on ne met pas dans des conditions pour parler, vous ne pourrez pas parler. Parce qu'un enfant qui doit parler, c'est un enfant qui doit interagir avec les gens. Mais si l'enfant, par exemple, est tout le temps devant des écrans, il n'interagit pas avec les autres, il va répéter des choses. Entend. Ce qu'il voit. Ouais. Donc, est-ce que cet enfant, on le donne l'occasion de voir tout? Mais quand même, c'est possible qu'un enfant autiste puisse lire et compter. Hein? Oui. Est-il possible d'envoyer les enfants dans une école spécialisée sans psychomoteur et sans orthophonie? Déjà, comme... Il n'y a que ça au Sénégal. L'enfant a un projet thérapeutique. On envoie... dans une école où il ne faut pas suivre ce projet. Parce que c'est sûr que, bon, si on évalue, parce que comme j'ai dit, c'est cas par cas, si on évalue, si l'enfant a des troubles du langage, c'est sûr qu'il y aura besoin d'un orthophoniste. Et il est dans une école spécialisée qui n'a pas d'orthophoniste, il y a des séances à l'extérieur, compliqué. L'éducateur spécialisé ne pourra pas gérer tout. À côté. Mais tout dépend quand même du projet thérapeutique et c'est vraiment cas par cas. Même pour un enfant autiste qui a une difficulté d'interaction sociale, une difficulté de communication, on peut compliquer être dans une école où il n'y a pas d'orthophonie. Compliqué. Ils sont chers les orthophonistes. Mais on peut justifier. Mais quand même, en fait, si on prend par exemple que voilà, bon, parce que ce qui est recommandé, c'est 2 séances par semaine. Ce qui est recommandé. Au pire,
Le consultation, voit à peu près à ce même rythme. Aussi, le psychologue qui doit le voir, qui doit évaluer. Donc, cher, la prise en charge, elle est chère. Les parents ne suivent pas. Et malheureusement, c'est une prise en charge qui se fait au long cours. C'est pas seulement au bout de 1 an, 2 ans et c'est fini. Non. Ça se fait au long cours. Donc, il faut être solide sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan financier. À cause des autres. Financier. Ouais. Je reviendrai vers toi tout à l'heure, Salah. Jessica, alors, quelles sont les attentes des orthophonistes concernant la participation des parents à la mise en application du plan d'intervention? D'abord, le plus important, la régularité dans les séances. Il faut sensibiliser les parents là maintenant. Ouais. Ah, mais vous savez, on a beau le dire tous les jours, mais ça ne change pas encore grand-chose. Mais du coup, d'abord, la régularité. Moi, c'est ça que je dis tout le temps, la régularité, parce que les parents, eux, viennent avec beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais en fait, aussi une chose qu'ils ignorent, c'est que leur motivation, leur sérieux, enfin, leur implication dans cette régularité des séances, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Donc ça, la régularité des séances, respecter donc, le nombre de séances préconisées par semaine, la transparence aussi. Donc, quand on demande aux parents, est-ce que vous avez fait ces exercices à la maison? Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais au final, en séance, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'entraînement à la maison, par exemple. Donc, la transparence. Quoi d'autre, je dirais oui, régularité, transparence, enfin, oui, c'est le plus important. Oui. Et être motivé, hein, être motivé. La motivation, parce que c'est ça, c'est qui donne réellement je pense que les enfants autistes qui soient capables de percevoir les émotions des personnes autour d'eux ou pas, je pense qu'ils peuvent quand même ressentir l'énergie si le parent il est angoissé, si il n'est pas serein quand il emmène l'enfant chez l'orthophoniste. Il y en a il y a des enfants, je dirais ça, qui refusent même de rentrer dans le bureau. Jusque-là, ils veulent rester dans la salle d'attente avec le parent, où ils s'attendent à ce que les parents donc rentrent aussi dans le bureau, et donc ça devient, c'est plus une prise en charge individuelle là, ça devient une prise en charge familiale. Et ça, par contre, des fois, ça peut être avantageux d'avoir le parent et parfois pas du tout parce que ça déconcentre l'enfant, toute l'attention est sur le parent. Donc, ça devient un peu une perte de temps la séance. Et aussi, comment dire, aussi ce que j'attends des parents, moi personnellement, et je pense, enfin, en discutant avec beaucoup d'orthophonistes, je pense que c'est un ressenti commun chez nous orthophonistes, c'est ne pas en fait, qu'ils comprennent que parce que des fois, c'est très dur de maintenir l'attention de l'enfant pendant les séances, donc on fait venir un adulte qui l'accompagne, mais qui comprennent qu'on n'est pas là pour, on n'est pas éducateur en fait, on n'est pas éducateur, donc parfois il y a des enfants autistes, malgré eux, par exemple, ils peuvent faire tomber un verre d'eau par exemple, ou par exemple avoir de la continence pendant une séance, et des fois il y a des parents qui manquent de réactivité par rapport à ça, mais c'est pas notre rôle en fait. Donc aussi, c'est important de vraiment cadrer la séance avec le parent et lui faire comprendre. On est là en tant que thérapeute. On n'est pas là pour faire toutes ces tâches-là, en fait. Donc, et parce que ça arrive très, très souvent. Très, très souvent. Récemment, j'ai eu, par exemple, une petite qui a ramassé justement son verre d'eau. Et c'était sa tante qui l'accompagnait. Elle voulait pas rentrer dans le bureau tout ça parce que c'est une enfant. Bon, il y a l'âge aussi, elle a 2 ans. Les enfants qui est très, très, très couvé. Donc, niveau psycho-affectif, il y a aussi un problème déjà. Et puis donc la petite, je lui sers de l'eau pendant la séance quand même. Et elle fait, parce qu'elle voulait prendre ma gourde aussi. Donc elle fait tomber le verre d'eau et la tante qui ne réagit pas. Qui ne réagit pas. Donc j'ai dû par exemple aller chercher le torchon. Je me suis dit elle va bouger un moment. Mais non, pas du tout. Et pas de merci, enfin rien du tout, pas de désolé ou quoi. Donc il y a ça aussi qu'il faut que des parents puissent comprendre. On est là en tant que thérapeute, on n'est pas les nounous des enfants en fait. On n'est pas les nounous des enfants. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des écoles, ça c'est une question, est-ce qu'il y a des écoles spécialisées à Dakar ou dans les environs que tu pourrais recommander pour les enfants autistes? À Dakar, oui, il y en a déjà pas mal. Il y a l'école Estelle
Il y a l'école Estelle qui est pas mal, j'ai déjà visité. Il y a vraiment une équipe éducative bienveillante, avec beaucoup de bonne volonté, qui se débrouille comme elle peut, justement, parce que la réalité ici, c'est que l'État finance pas du tout, même en fait, ces écoles-là, ces établissements-là. Donc, c'est beaucoup de dons qui viennent de l'étranger ou des dons de parents pour avoir le matériel, tout ça, enfin l'infrastructure au sein de l'école. Il y a, il y a le centre Aminatin Bay à Yoff. Mais là, c'est vraiment un mélange quand même. Il y a déficience mentale, il y a des trisomiques, il y a quelques autistes. Mais c'est vraiment une minorité dans ce centre-là. Mais là aussi, c'est une très bonne école, je trouve. Là, il y a plus de suivi, je dirais. Il y a une équipe qui est beaucoup mieux formée. Il y a l'école de l'éveil, mais c'est là, je ne suis jamais rentrée en contact avec l'équipe au sein de l'établissement. Donc là, j'ai pas de retour à faire. J'en ai entendu beaucoup parler. Ouais, ce sont les 3 écoles que j'ai à ma connaissance ici à Dakar, des écoles spécialisées. Après, il y a des écoles ordinaires aussi maintenant à Dakar qui font de l'inclusion. Je pense à Mermoz, par exemple. J'ai déjà eu un patient autiste qui fréquentait Jean Mermoz. Et donc, l'enfant, il a aussi à ses côtés un AVS, un auxiliaire de vie sociale, je crois, le S, c'est social. Donc, il a un AVS, donc c'est un adulte qui l'accompagne, qui reste à ses côtés pendant les cours, au cas où si l'enfant a des difficultés ou autre. Voilà, ça, c'est une école ordinaire qui pratique l'inclusion. Et qui le fassent assez bien, du mieux qu'ils peuvent. Mais voilà, c'est au cas par cas. Ils ne vont pas, par exemple, accepter, je pense, un enfant qui ne réalise pas du tout. Et dans ce cas-là, c'était même un enfant avec un syndrome Asperger, donc avec un QI qui était assez élevé, qui apprenait assez vite, limite très, très éveillé. Mais bon, voilà, c'était au niveau des interactions sociales que ça posait problème, qu'il y avait des interactions. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Merci Jessica. Alors je te demande, il y a une question, à quelle étape de développement Excuse-moi, docteur. Un enfant autiste doit commencer avant de passer sur autre question, je voulais juste apporter aussi ma contribution sur les écoles, si vous me permettez. Oui, il faut savoir que on a également Educoti qui se trouve au niveau de Maris, qui a été mise en carrément, qui a une équipe complète, qui a les en charge que les autistes et l'autisme. Mais à part ça, on a possibilité. Toutes ces écoles sont des écoles quand même qui n'ont pas de sont des écoles dont la charge est vraiment. Maintenant, nous, l'hospitalisation du jour. Les hospitalisations du jour, ça se fait au niveau des hôpitaux. On en a, il y a à Afan, à l'hôpital de Diamniadio et à l'hôpital de Thiaroye. L'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Donc, les enfants sont et pratiquement, ils sont avec l'équipe. Il y a déjà le pédopsychiatre qui un psychologue, que ça soit un chrétien. Il y a des éducateurs des enfants là. On et les écoles spécialisées de faire l'école à l'hôpital. Voilà. Donc, pour des gens intéressés, c'est dans les hôpitaux que ça se passe. C'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci Sarah. Alors, à quelle étape du développement un enfant autiste doit commencer l'inclusion? L'inclusion scolaire? Oui. Si ça peut déjà commencer en maternelle, non, logiquement, ça devrait commencer en maternelle. Si le diagnostic a été posé avant qu'il ne rentre en maternelle,
alors il devrait déjà y avoir des aménagements donc, qui sont installés dès qu'ils rentrent en maternelle. Ça dépend, oui, mais oui, souvent la possibilité d'avoir des aménagements à l'école pour justement permettre cette inclusion scolaire, elle est souvent appuyée du coup par la pose d'un diagnostic, bien sûr. Mais si c'est fait avant qu'il rentre en maternelle, alors autant le faire. Oui. Ok. Alors, l'autisme doit avoir des troubles associés. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait la déficience mentale? Ça là, je pense que tu as répondu, mais bon, la question t'est posée. Oui, effectivement. Comme je dis, il y a possibilité et plusieurs pathologies associées. Et donc, c'est associé à un retard mental. C'est bel et Ouais. Alors, comment entreprendre une bonne relation avec une personne autiste? Je pense qu'il n'y a pas Jessica? de recette pour ça. Bon, personnellement, c'est dur de répondre. Déjà, les personnes autistes, avant d'être autistes, ce sont des personnes, en fait. Donc, pour entreprendre une bonne relation, je pense qu'il ne faut pas juste la considérer en tant que personne autiste. Ouais. Je dirais d'abord ça, en fait. Et en fait, c'est apprendre à la connaître comme tu apprends à connaître n'importe qui, en fait, j'ai envie de dire. Et de t'adapter. Bien sûr, après, il faut du coup peut-être un niveau de tolérance et d'adaptation qui est plus élevé que si on côtoie une personne ordinaire, on va dire. Mais voilà, la relation se construit comme avec n'importe quel être humain. Il faut juste être plus patient, c'est tout. Très bien. Alors, une dernière question. Une dernière question. Salah, alors, quel conseil donner aux parents? Parents autistes, parents ou pas? si les parents qui n'ont pas d'enfants autistes, déjà, de déconnecter les enfants passent énormément de temps sur les écrans. Et malheureusement, ça les limite. Ils n'ont pas l'occasion de découvrir leur enfant, ils n'ont pas l'occasion de découvrir leurs limites de leur capacité. Tout c'est important qu'ils découvrent mon environnement. Si je fais mal, entre autres, déconnecter les enfants des écrans. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les parents. Maintenant, nos parents autistes, déjà leur dire que c'est pas facile du tout. Hein. C'est pas facile d'avoir un enfant autiste. Hein. C'est très compliqué pour le regard des autres. Les gens le voient pas exactement ce que l'enfant a et toutes les personnes ne sont pas cohérentes en fonction de ce que l'enfant fait au fait. Donc c'est très difficile pour les parents de gérer le regard des autres. Qu'ils sachent que les enfants en particulier, ils ne doivent pas avoir honte de l'enfant, ils ne doivent pas cacher l'enfant, entre autres. Des points forts. Il faut que les parents insistent sur nos points faibles. Ça et ça, c'est très important. Si l'enfant voit que il va être beaucoup plus, comment ça s'appelle, réceptif à essayer de faire de bonnes choses. Mais à chaque fois, si on le rabaisse, ça va être très difficile pour lui. Et ce sont des enfants où
par exemple, il est conseillé de décomposer les tâches qu'on lui propose. Ne pas, par exemple, un enfant ne connaît pas, de lui donner des tâches à faire dans la maison, par exemple, de mettre la nappe quand on va manger, d'amener les cuillères, entre autres. Chez les enfants, là, il faut vraiment décomposer les tâches pour que l'enfant puisse comprendre davantage ce qu'on lui demande de faire et de ne pas dramatiser les échecs qu'il va avoir. Parce qu'il va en avoir, comme tous les autres enfants, tous ses points faibles et aller à son rythme. Des fois, en tant que parent, on est vraiment impatient que l'enfant parle, que l'enfant puisse faire ceci, cela. Mais il faut vraiment être très patient, être endurant et aller au rythme de l'enfant. Pour vous accompagner, c'est une équipe plus disciplinaire. Des fois, c'est vraiment difficile. C'est pas facile pour ces parents-là qui sont vraiment des warriors, comme j'aime bien les appeler les mamans. Mais c'est difficile à eux seuls de gérer cela. Des fois, ils craquent dans le bureau. Ils ne sont pas compris dans les familles, entre autres. Mais nous, en tant que personnel médicaux, on est là pour les accompagner. Ils peuvent le faire. Ils vont le faire. Voilà, donc... et aussi, s'ils ont le soupçon d'aller très tôt, des fois, on te dit, ouf, laisse l'enfant, chaque enfant évolue avec son rythme. Ah, ça va venir. Voilà. Mais il y a certains, moi je vois beaucoup, comme l'orthophoniste a dit, beaucoup de parents ont vu des signes bien avant l'âge de 2 ans. On leur dit, tu es pressé. Tu veux mettre la pression à l'enfant, laisse l'enfant. Le frère du parent, le plus souvent, c'est quelque chose au fait. Quand vous sentez que ça ne va pas, allez consulter très tôt. Parce que les enfants qui sont pris en charge très tôt ont beaucoup plus de chances d'être intégrés, de donner des résultats. Et comme l'autre a dit, les parents qui sont impliqués, parce que tu peux... comment ça s'appelle? Le personnel médical ne peut pas faire tout. Hein. On voit l'enfant 30 minutes, une heure de temps maxi. Le reste, c'est à la maison. À la maison que ça se passe. Tu peux pas demander à un enfant, tu aides l'enfant à communiquer, tu le laisses tout le temps devant l'écran. C'est pas possible. Il pourra pas communiquer parce qu'il n'est pas dans le... Comment ça s'appelle? Les... de cas par cas, mais en grosso modo, c'est ça que je vous conseille aux parents, qui n'aient pas peur. On est là, on va les soutenir comme il faut, entre autres. Et c'est pas facile, et on les comprend. Alors, ça là, je t'avais dit encore quelques petites minutes. Sonia qui demande, l'autisme est-il d'origine génétique? Ça peut être. Ça on a répondu tout à l'heure. Oui. Ça peut être. Oui, c'est possible. Ouais. Jessica, oui. Alors, un témoignage du Burundi. Alors, apparemment, là-bas, les gens n'ont pas encore compris l'autisme. Comment ça se passe là-bas, enfin, ici au Sénégal, comment ça se passe avec les parents des enfants autistes? Ça, c'est la question d'un éducateur spécialisé. Bon, c'est vrai que le Sénégal, quand on le compare à beaucoup de pays sur le continent, il y a déjà eu beaucoup de sensibilisation qui a déjà été faite pour l'autisme. Il y a des choses mises en place, il y a des structures pour recevoir les autistes, pour les prendre en charge. On parle des écoles spécialisées, il y a beaucoup de cabinets paramédicaux aussi. La présence de beaucoup d'orthophonistes, il y en a quand même il y a quelques psychomotriciens, des neuropsys, psychologues, tout ça. Donc
Donc, quand je compare à beaucoup de pays, enfin, moi qui suis du Rwanda, par exemple, il y a clairement aussi du travail à faire, donc un pays voisin du Burundi. Donc voilà, il y a le Sénégal encore, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses mises en place. Par contre, ici, ce qui m'a le plus frappé, c'est les fausses croyances qui sont liées à la culture, à la religion. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé ici. Donc, on voit bien du coup qu'il faut encore enfin, il faut encore faire beaucoup de sensibilisation. Mais je dirais, bon, comparé à beaucoup de pays sur le continent, encore une fois, le Sénégal est encore sur la bonne voie. Et j'espère que d'autres pays suivront. Mais il y en a d'autres aussi, hein. Je pense aussi à la Côte d'Ivoire qui fait beaucoup de choses aussi. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. Pendant le mois de sensibilisation à l'autisme en avril, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont parlé sur des chaînes radio, sur LinkedIn. J'ai vu beaucoup de posts aussi pour sensibiliser. Donc voilà, au Rwanda aussi ça commence et j'espère pouvoir contribuer à ce que les choses avancent aussi là-bas. Mais voilà, par exemple, au Rwanda, il n'y a pas encore d'école spécialisée. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas encore d'école spécialisée. Il n'y a pas de cabinets paramédicaux pour prendre en charge, par exemple, des cas comme l'autisme. Il y a une école, ah non, il y a une école spécialisée, je pense, à Autisme Rwanda, qui a fait un très, très grand travail. Vraiment, la fondatrice s'est énormément battue pour ça. Donc, Autisme Rwanda. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, il y a encore du travail. Ok. Oui. Alors, pour les écoles, pour ceux qui nous suivent, ce live sera enregistré. Vous pouvez suivre le replay et je mettrai en commentaire les écoles spécialisées qui se situent à Dakar et environ, avec la participation d'Etika et de Dr Salah. Alors, pour résumer, l'autisme, ou plutôt trouble du spectre autistique, trouble du neurodéveloppement, pas une maladie mentale. Bien vrai, il peut y avoir des comorbidités, comme Dr Salah l'a souligné tout à l'heure. L'origine, alors plutôt facteur de risque multifactoriel, dont génétiques ou environnementaux, prise en charge pluridisciplinaire. Voilà. J'ai bien résumé. Sur la prise en charge pluridisciplinaire, je ne sais pas si c'est un constat que Dr Sylla a déjà fait, mais ça aussi, c'est par contre ce qui freine souvent les prises en charge. Hein. Au-delà du coût financier ou autre, il y a vraiment un manque de collaboration entre nous professionnels hein, pour les patients autistes. Je ne sais pas si Dr Sylla a déjà fait Parce que déjà, le problème, c'est que le nombre, il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir. Déjà, l'orthophoniste, le psychomotricien, il ne figure même pas sur le tableau du ministère. Donc, les orthophonistes dans les hôpitaux, ils sont reconnus au niveau du ministère comme des travailleurs sociaux, entre autres. Orthophoniste en tant que tel, ce n'est pas encore fait. Donc, déjà, le nombre, ça pose problème. Non, alors pour l'orthophonie, je m'excuse, hein, Sylla, je me suis désolée de vous interrompre, mais en ce qui concerne l'orthophonie, c'est reconnu par le ministère de la Santé. C'est juste les démarches pour se déclarer en tant qu'orthophoniste ici sont compliquées et longues. Ça va prendre plus de 2 ans pour être reconnu, mais c'est un métier qui est reconnu par le ministère de la Santé. Jusqu'à actuellement, là où je vous parle, sur le tableau, il n'y a pas encore où on a mis quelqu'un orthophoniste. Ah bon? Ça ne pas sur le tableau. Ils ne recrutent pas en tant que, comme ça, ils ne te recrutent pas en tant qu'orthophoniste. Tu peux être recruté en tant que travailleur social et après, ils partent faire des études à l'étranger. Ils viennent avec un diplôme d'orthophoniste et ce diplôme, ils l'utilisent à l'hôpital. Par exemple, moi, tous les orthophonistes que je connais, c'est comme ça. Ils ne sont pas reconnus en tant que... Outre que ça, comme on dit, déjà, si on n'est pas assez nombreux pour pouvoir prendre en charge ce genre de personnes, c'est compliqué. Il n'y a pas encore assez de politique qui peut prendre en charge ce genre d'enfants. En ce moment-là, au Sénégal, on devait avoir des centres de ressources autisme public. On devait dépasser ce cap, en fait. Mais malheureusement, c'est compliqué de prendre en charge.
Parce que déjà, on n'est pas nombreux, voilà. Et il n'y a pas assez de politique de l'État du Sénégal pour permettre à ces enfants d'être pris en charge, qu'on dise. La question était quoi? Excusez-moi. C'est un plaidoyer. Un plaidoyer. C'est ce que je dis. En fait, okay, c'est pour cela qu'on n'a pas... Ce que j'ai dit, c'est tellement vrai. Si on a à l'hôpital, si on manque par exemple nos psychomotriciens, pour que l'enfant puisse suivre le pédopsychiatre à l'hôpital, mais un psychomotricien au niveau de l'extérieur, ça va poser un problème sur le plan communication. Parce qu'on ne sait pas à quelle manière est-ce qu'on doit échanger le dossier. Ce n'est pas encore un réseau de bien ficelé. La raison, ça retarde la prise en charge. Par exemple, un centre de ressources autisme public où on a tout le personnel, centre, même chaque région devait avoir au moins un centre. Là, tout est concentré à Dakar. Il n'y a absolument rien du tout, absolument rien. Déjà, les pédopsychiatres qui sont formés, ils ne sont pas formés au Sénégal et ils sont que deux au niveau du Sénégal actuellement. Et ce n'est pas possible de prendre en charge tous ces enfants, c'est compliqué. L'État doit investir sur les bourses, aider les jeunes qui ont envie d'être dans ce domaine, de pouvoir servir le pays. Mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés, les enfants n'ont pas assez de spécialistes pour pouvoir les gérer. Malheureusement, beaucoup d'écoles disent qu'ils font l'inclusion, mais ils ne font pas l'inclusion. Ils font l'intégration, mais pas l'inclusion. La prise en charge, on est en train de faire quand même quelques avancées, mais ça reste quand même. Ça reste. Au fur des années, on va dépasser ce cap. On y arriver. On y arrivera, on y arrivera. Alors, nous allons mettre un terme à ce live. Jessica, merci beaucoup, merci pour ta disponibilité, ta spontanéité. Ton mot de fin. Mon mot de fin, ce que je souhaite pour le continent, pour tout le continent, plus de tolérance envers l'autisme, d'acceptation et plus d'initiatives aussi pour que ces partenaires puissent se sentir inclus à tous les niveaux, que ce soit scolaire, même professionnel, et voilà, dans la société en général, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Alors, Dr. Sana, un grand merci. Merci pour ta disponibilité malgré ton état. Merci pour tout. Et je remercie aussi celle qui a facilité le contact, mon épouse, Dr. Brenda, que je remercie. Alors, ton mot de fin avant de conclure ce live. Je vous remercie pour l'invitation. Comme je dis, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de l'autisme pour sensibiliser, que ce soit les professionnels, parce que beaucoup de professionnels ont l'autisme et c'est pour eux de pouvoir orienter les enfants. On les oriente vers qui? L'orthophoniste d'abord, le pédopsychiatre d'abord, ne passe pas. On est perdu parce que, voilà. Comme Jessica a dit, la communication n'est pas fluide, malheureusement, entre nous personnels. Donc, c'est un plaisir de pouvoir parler de l'autisme, de pouvoir sensibiliser les parents, sensibiliser le personnel et d'essayer de trouver des solutions ensemble. On espère que temps, on va évoluer. Et voilà, merci à Jessica pour aussi participation très pertinente. Nous, pédopsychiatres, on ne peut pas aller sans les paramédicaux, c'est impossible. Et eux aussi également, ils ne peuvent pas aller sans nous. Donc, on est vraiment une équipe et il faut qu'on essaie de faire nos blocs solides pour pouvoir
mieux prendre en charge ces enfants-là qui comptent sur nous et les parents également. Je les motive davantage, hein, parce que comme je dis, c'est pas facile d'avoir un enfant particulier qu'on regarde bizarrement, qu'on pointe du doigt, entre autres. Ce sont vraiment, vraiment des guerriers qui se battent tous les jours pour le bien-être de leurs enfants. Donc, merci à tout le monde et c'était vraiment un très grand plaisir de faire cela avec vous. Merci. Merci. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci à vous deux. Et enchanté, docteur. Je vous contacterai bientôt. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont participé, Dr David, Ursule, voilà, Sonia, merci à tous. Excellente soirée et à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.